Bonjour, je suis Clément Dagnès et vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré aux questions de défense. Pour ce 4e épisode, notre regard se porte sur un pays en première ligne face à la Russie, l'Estonie. Il fait la taille de la région Bourgogne-Franche-Comté, compte 1,3 million d'habitants. Cette République d'Estonie, elle est assez jeune puisqu'elle a été fondée en 1918, avant que la Seconde Guerre mondiale ne lui fasse subir une occupation un court temps soviétique, puis nazie, puis à nouveau soviétique, jusqu'à la dissolution de l'URSS. Pour les Estoniens, les Russes ne sont pas des frères. Et c'est encore moins le cas depuis l'invasion de février 2022 de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine. Fervent soutien des Ukrainiens, les Estoniens ne veulent pas subir le même sort. Pour cela, ils renforcent actuellement leurs frontières. 600 bunkers doivent être construits le long des quelques 300 km de délimitation frontalière partagée avec la Russie. Ils dépensent beaucoup pour leur défense, près de 3,4% de leur PIB actuellement. Mais surtout, ils peuvent compter sur la solidarité de leurs alliés européens. Plus de 1400 soldats étrangers sont présents dans le cadre de la présence avancée de l'OTAN, dont 350 Français de la mission Lynx. S'il est l'un des plus petits pays de l'Europe, l'Estonie se trouve au cœur des problématiques géopolitiques continentales. Son avenir est aussi le nôtre. Pour en parler, nous recevons l'ambassadeur d'Estonie en France. Bonjour Lembit Uibo. Bonjour. Vous êtes en poste à Paris depuis novembre 2021, après avoir été quelques années au ministère estonien des Affaires étrangères, à Tallinn, mais également ambassadeur en Belgique. Avant l'invasion de février 2022, la Russie avait massé des troupes aux abords de l'Ukraine. Que feront les Estoniens si jamais le Kremlin décidait de positionner une armée près de la frontière de l'Estonie, monsieur l'ambassadeur? Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous n'avons jamais vu aussi peu de troupes russes placées près de la frontière estonienne. C'est parce que les Russes sont occupés en Ukraine. Néanmoins, on voit que la Russie mène une guerre hybride. Et comme a très bien dit le ministre français des Armées Sébastien Lecornu, lors d'un récent entretien, et je suis d'accord avec lui, nous ne sommes pas en guerre, mais ne vivons pas en paix non plus. Donc c'est une nouvelle réalité. Mais en revenant à votre question, l'Estonie est membre de l'Union européenne et surtout membre de l'OTAN. Nous avons une présence de troupes alliées sur notre sol, les soldats français, britanniques et aussi les soldats américains. Ils sont chez nous. Les dépenses de défense de l'Estonie ont représenté depuis toujours 2% du PIB. Et aujourd'hui, nos dépenses de défense représentent plus de 3,4% du PIB. L'année dernière, le gouvernement estonien a décidé de livrer 1,6 milliard d'euros pour l'achat de munitions, conformément au nouveau plan de l'OTAN. Ainsi, si la Russie aurait des intentions hostiles envers nous, seraient touchées non seulement les troupes russes qui tentent de franchir la frontière, mais aussi celles qui sont plus loin de la frontière. C'est la leçon que nous avons tirée de la guerre en Ukraine. Il ne faut pas laisser les Russes franchir la frontière. Mais surtout, une éventuelle agression de la Russie contre l'Estonie serait une agression contre l'ensemble de l'OTAN. On sait que, par sa géographie, et l'Estonie en a bien conscience, elle est l'un des pays européens les plus vulnérables à une invasion russe. Je rappelle qu'à l'ouest et au nord de l'Estonie, c'est la mer Baltique, au sud, c'est la Lettonie, et à l'est, donc, cette frontière russe. Quelle est votre évaluation actuelle de la menace pour l'Estonie ? Depuis des années maintenant, nous voyons comment la Russie teste l'alliance, pas militairement, mais avec des actions hybrides et un discours nucléaire menaçant. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de menace directe actuellement à la frontière de l'Estonie. Néanmoins, nous considérons que la Russie reste, pour les années à venir, une menace principale et existentielle à la sécurité de l'Europe. En ce qui concerne la géographie, je vous rappelle que la Finlande et la Suède ont récemment adhéré à l'OTAN, ce qui renforce considérablement la position géographique de l'Estonie. La Russie est désormais une frontière supplémentaire de 1300 km avec un membre de l'OTAN, la Finlande. Et la mer Baltique est devenue
la mer intérieure de l'OTAN. Oui, c'est un point important. Tous les Estoniens ont été marqués dans leur histoire personnelle et familiale parce qu'ils considèrent comme l'occupation soviétique. Oui, moi, personnellement, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse sous le régime soviétique et j'ai pu constater l'absurdité de son système. L'un des aspects était la censure dont il fallait tenir compte tout le temps. Mais les gens avaient une grande soif de liberté venant de l'Occident. Donc, la télévision finlandaise que l'on pouvait capter dans le nord de l'Estonie, à Tallinn, que je vivais, était l'une de nos fenêtres sur l'Occident. Il y a juste 90 km entre Tallinn et Helsinki. Et les brouilleurs russes n'arrivaient pas à brouiller ce signal. Pour vous donner un petit exemple rigolo pour que notre conversation ne soit pas trop sérieuse. À l'époque, lorsque les Estoniens apprenaient que la télévision finlandaise allait diffuser le célèbre film français Emmanuel, ils se réunissaient chez leur famille ou amis dans le nord de l'Estonie pour voir le film. Et on a eu aussi notre ami venant de la sud d'Estonie pour voir ce film. Aujourd'hui, l'Estonie compte 1,3 million d'habitants. Cela explique que l'armée estonienne compte seulement 7 700 militaires d'actifs pour un budget de 1,3 milliard d'euros en 2024. Comment arrive-t-elle à construire néanmoins sa crédibilité face aux menaces ? Tout d'abord, l'Estonie a un système d'armée différent de celui de la France. Nous avons une armée de conscription. Donc notre armée compte en réalité, dans le temps de la guerre, plus de 43 000 personnes, car il faut y rajouter des réservistes. L'Estonie est en première ligne face à la Russie et nous avons opté pour une approche de défense globale. Et l'objectif de ce concept est que chaque citoyen participe à cet effort national, même si son rôle n'est pas nécessairement militaire, mais touchant aussi les lois, les politiques publiques, les chaînes d'approvisionnement et aussi les infrastructures. Donc la stratégie de défense totale de l'Estonie repose sur l'idée que l'État doit être prêt à faire face à toutes les crises, ce qui exige une coopération étroite entre les institutions nationales, les municipalités, les entreprises, les communautés et donc l'ensemble de la population. Et ce concept de défense totale implique une mobilisation à tous les niveaux de la société pour garantir la protection du territoire estonien. Où en est la construction de cette ligne de 600 bunkers le long de la frontière avec la Russie? Et dans l'esprit des Estoniens, à quoi cette ligne doit-elle servir? Cette ligne de bunkers concerne tous les 3 pays baltes, ainsi que la Pologne. C'est un moyen de dissuasion, le signal que nous sommes prêts pour que l'ennemi n'essaye même pas de nous attaquer. Et ce processus est en cours. La construction d'une ligne de bunkers fait part de notre préparation côté infrastructure pour une éventuelle attaque provenant de la Russie. Et je dois mentionner que l'Estonie ne dispose pas de la profondeur stratégique de l'Ukraine. Donc c'est aussi important pour cette raison. Vous parlez de manque de profondeur du territoire estonien. En quoi ce manque de profondeur est une fragilité pour l'Estonie? C'est une fragilité en ce sens que on n'a pas assez d'espace pour des manœuvres militaires. Donc on n'a pas assez de territoire par comparaison à l'Ukraine. Il y a un point important en Estonie. 1/4 de la population de l'Estonie est russophone, essentiellement près de la frontière russe, en particulier la ville frontalière de Narva. Comment éviter que la Russie exploite cette minorité? Il est vrai que l'Estonie a une population russophone assez importante, soit près de 22%. Mais on doit tenir en compte que cette population russophone
n'est guère homogène. La minorité russophone, dans sa majorité, adhère aux valeurs de la République d'Estonie, qui est pays de l'Union européenne. Et l'Estonie est un pays plurinational. Nous avons par exemple beaucoup d'Ukrainiens, mais aussi des personnes d'origine bélarusse ou d'origine finlandaise. Et donc, nous devons faire en sorte que tous nos citoyens adhèrent au maximum aux valeurs de notre République. Plus largement, c'est une question de cohésion de la société. Quant aux quelques russophones qui peuvent être hostiles à l'Estonie, nous devons faire avec et prenons les précautions nécessaires. Mais les russophones de Narva, d'ailleurs, sont nos plus grands patriotes, car ils voient et savent très bien comment est la vie en Russie. Et ils ne veulent pas du tout vivre de l'autre côté de la frontière. Les pays baltes se sont déconnectés du réseau électrique russe début février. En quoi était-ce si important pour les pays baltes et en particulier pour l'Estonie ? Cette déconnexion des pays baltes et de l'Estonie du réseau électrique russe le 9 février dernier a été en effet un pas historique. Nous faisons maintenant partie du réseau européen qui contient plus de 26 pays européens et 400 millions de consommateurs. Et bien que l'Estonie et les deux autres pays baltes n'achètent plus d'électricité à la Russie et à la Biélorussie depuis plusieurs années, nous étions jusqu'à présent sur le système russe dont la fréquence est régulée de manière centralisée à Moscou. Et maintenant, la synchronisation avec l'Europe continentale garantit aux pays baltes un contrôle de fréquences indépendantes, stable, fiable, et aussi augmente la sécurité énergétique de la région. On parlait du réseau électrique. Il se trouve que des câbles électriques, notamment celui reliant la Finlande à l'Estonie, ou des câbles de fibre optique ont été sectionnés ces derniers mois en mer Baltique. Des attaques sous le seuil de l'affrontement direct qui sont attribuées à la Russie. Craignez-vous une augmentation de ces attaques ? Et d'ailleurs, comment y répondre ? On peut dire que ce type d'action n'est pas un hasard. C'est une action systématique contre nos infrastructures essentielles. Et cela montre une fois de plus comment la Russie agit, à quel point elle représente une menace pour les autres pays, que ce soit à travers la désinformation ou l'ingérence lors des élections politiques. Quant à cette histoire avec les câbles électriques, la présence de l'OTAN pour protéger la mer Baltique se renforce, avec le lancement d'une mesure de vigilance temporaire supplémentaire, Baltic Sentry, destinée à renforcer la dissuasion et améliorer la connaissance de la situation. Il y a aussi cette question de flotte fantôme russe, et c'est un autre sujet important pour nous. Cette flotte fantôme, je le rappelle, ce sont tous ces tankers qui ne sont pas officiellement répertoriés, par lesquels la Russie exporte son pétrole et donc récupère des devises étrangères. Exactement. Des centaines de navires souvent mal assurés et ne respectant pas les normes internationales transitent chaque mois par le golfe de Finlande afin d'écouler le pétrole russe malgré les sanctions occidentales. Et cette flotte fantôme russe maintenant est sous une surveillance accrue de l'Estonie. Et nous avons récemment fait appel à cet égard aux pays du G7 avec les autres pays. Donc il faut couper les revenus énergétiques à la Russie et mettre en place les sanctions spécifiques. Pour nous, c'est vraiment le seul moyen pour couper les revenus qui servent à nourrir l'effort de guerre russe en Ukraine. Nous parlions des attaques hybrides, il y en a d'autres sortes. Certains auditeurs français le savent peut-être. L'Estonie est l'une des nations en pointe sur la cyberdéfense.
Comment s'est-elle construite, cette expertise de l'Estonie en matière de cyber, de numérique, et qu'est-ce que cela apporte à l'OTAN et à l'Union européenne? L'Estonie est un pays très digitalisé en fait. 100% de nos services publics sont aujourd'hui en ligne. Et c'est pour cela qu'à partir des années 1990, la digitalisation était accompagnée d'investissements robustes en cybersécurité. En 2007, l'Estonie a été le premier pays frappé par une cyberattaque majeure russe. Et depuis, nous avons bâti durant des années une vraie expertise dans ce domaine. Et c'est pour cela que Tallinn, par exemple, maintenant accueille aujourd'hui le centre l'OTAN de cyberdéfense. Au début de sa présidence, Emmanuel Macron passait plus de temps à discuter avec Vladimir Poutine qu'avec les pays baltes. Où en est à présent la relation franco-estonienne? Les relations franco-estoniennes sont aujourd'hui, on peut dire, excellentes. La France est une alliée stratégique pour l'Estonie au sein de l'Union européenne et l'OTAN. Notre coopération a été depuis toujours la plus étroite dans le domaine de la défense. Par exemple, l'Estonie a été le premier pays qui a répondu présent pour les missions Barkhane et Takuba en Afrique. Au Sahel. Et nous sommes très reconnaissants à la France pour la présence des troupes françaises sur la base militaire de Tapa en Estonie. Mais ce n'est pas seulement les relations de la défense. Nous avons également de très bonnes relations dans le domaine économique. Pour donner un exemple, en mars de cette année, nous allons inaugurer à l'ambassade, en présence de notre ministre des Affaires étrangères, un Business Hub, lieu de rencontre des entreprises, des entrepreneurs français et estoniens. Donc la France est devenue, pour l'Estonie, un pays prioritaire en ce qui concerne l'économie et les affaires. C'est aussi un pays attractif pour des investisseurs estoniens. Un autre exemple, l'entreprise estonienne Skeleton a choisi l'année dernière la France et la région Occitanie pour y développer ses activités et va investir 600 millions d'euros pour construire une usine de production de batteries. La coopération franco-estonienne est également étroite dans les autres domaines, l'éducation, la culture. Récemment, on a eu ici à Paris, pour la première fois, le festival de cinéma balte, Ciné-Baltique. Et des films estoniens ont été projetés à cette occasion. On parlait d'Emmanuel Macron. Il a été le premier dirigeant à évoquer publiquement une possibilité, celle de placer des troupes européennes à terme en Ukraine pour garantir la sécurité de la zone. Qu'en pensent les Estoniens? Pour que la paix et la sécurité perdurent, l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité. Et ces garanties doivent être crédibles, claires et sans ambiguïté, afin de dissuader la Russie de reprendre son agression. Pour nous, pour l'Estonie, la garantie de sécurité la plus efficace reste toujours l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et c'est pourquoi nous continuons à soutenir l'Ukraine pour qu'elle rejoigne l'Alliance dès que possible. Mais concernant les troupes européennes, l'Estonie, par exemple, nous avons envoyé nos soldats précédemment dans différents coins du monde. Et si les Alliés décideront qu'il est temps d'aller en Ukraine, l'Estonie est prête à le faire aussi. Mais cela reste une décision du Parlement estonien. Donc, si les pays européens doivent jouer un rôle de premier plan dans les mesures de défense et de dissuasion à étendre à l'Ukraine pour vraiment garantir leur crédibilité, il serait aussi important d'avoir les États-Unis à leur côté, d'une manière ou d'autre. Quel serait un bon accord entre l'Ukraine et la Russie pour l'Ukraine? Pour nous, il est vraiment crucial que toutes les négociations incluent l'Ukraine et aussi l'Europe, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et plus généralement, l'Ukraine doit être dans la position
de force avant ces négociations. Et pour ça, l'Occident doit rester uni et accroître son soutien à l'Ukraine, militaire, économique et aussi politique, pour continuer à exercer une pression politique et économique sur la Russie. Car Poutine n'a pas l'intention de renoncer à l'action militaire, même en cas de pourparlers. Donc, nos actions doivent montrer que nous ne changeons pas de cap. Et cela montrera à la Russie que la victoire n'est pas à sa portée et que le temps ne joue pas en sa faveur. Et je dois aussi mentionner que le soutien de l'Estonie à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça reste inébranlable. Et nous ne reconnaîtrons jamais la modification des frontières par la force. Il y a dorénavant un commissaire à la défense au sein des institutions de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut des eurobonds qui soient dédiés à la défense ? La France en veut. On sait que l'Allemagne a repoussé plutôt cette idée jusqu'à présent. C'est sûr que l'Europe doit faire plus pour assurer sa propre défense. Et nous sommes actuellement dans une situation où les caisses sont vides et les budgets sont serrés. Néanmoins, le prochain budget européen, cadre financier pluriannuel, doit prendre les changements en compte et se focaliser davantage sur la défense. Il y a des idées qui circulent, notamment les eurobonds, mais pas que. Il y a également la possibilité d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer l'effort de guerre et aussi pour la reconstruction de l'Ukraine. Nous partons du principe que l'agresseur est responsable et doit payer la facture. À ce jour, le coût de la reconstruction de l'Ukraine est évalué à 500 milliards d'euros. On a des avoirs gelés russes en Europe qui représentent 300 milliards de dollars. Donc, on doit les utiliser. La France défend le principe que l'argent européen ne doit financer que du matériel de défense européen et non américain. Quelle est la position de l'Estonie ? Au principe, nous sommes d'accord avec la France qu'il faut soutenir davantage l'industrie européenne de la défense et la compétitivité au sens large. Mais c'est évident que cela prendra du temps. Ainsi, pour les besoins urgents en matière de défense et aussi pour des raisons pratiques, nous devrons faire appel à d'autres fournisseurs existants. En cas d'urgence, nous devons rester flexibles. Le président américain Donald Trump semble plus agressif que jamais vis-à-vis de ses plus proches alliés. N'est-ce pas inquiétant pour l'Europe et sa sécurité ? Les propos de Donald Trump, à mon avis, ne doivent pas être toujours pris à la lettre. Il s'agit souvent d'une tactique de négociation. Ne nous laissons pas submerger par la panique. Plutôt que de voir la fin du monde, nous devons nous mobiliser collectivement en Europe pour être à la hauteur. Et en tant qu'Européens, nous devons être unis et défendre nos positions devant les États-Unis. Il faut une augmentation significative des budgets de défense. Un dernier point sur une personnalité marquante, personnalité de premier plan sur la scène internationale, estonienne, Kaja Kallas. C'est une politicienne talentueuse. Elle a été première ministre à partir de 2021 de l'Estonie, avant de devenir récemment la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, c'est-à-dire la chef de sa diplomatie. Quels avantages a l'émergence d'une personnalité hors norme, comme elle, pour le rayonnement de l'Estonie ? Kaja Kallas, notre ancien Premier ministre, a su s'imposer parmi d'autres chefs d'État et de gouvernement sur la scène internationale. Il était temps qu'une représentante de notre région occupe enfin une fonction de si haut niveau. Et c'est particulièrement vrai dans le contexte actuel des tensions géopolitiques. Des pays comme l'Estonie ont longuement parlé de la menace que représentait la Russie. Et on voit aujourd'hui que nous avons eu raison.
Donc je suis très content qu'une politicienne comme Kaja Kallas, avec ses connaissances, son instinct et ses capacités, occupe maintenant ce poste. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. Pour suivre l'actualité des pays baltes et plus largement les questions de défense, je vous invite à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Deezer, Apple Podcast ou encore Podcast Addict. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 25 mars.